Bonjour à tous et bienvenue. Voyons ensemble tout de suite les principaux titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, ouverture hier dans la commune de Cocody de la conférence inaugurale sur l'intégration des marchés des capitaux de l'Afrique de l'Ouest. Le vice-président de la République a lancé les travaux. L'occasion pour Daniel Kablan-Duncan de faire quelques recommandations. Le point en tout début de journal. À la une également, cet atelier de réflexion pour rendre plus compétitif le corridor Abidjan-Bamako. Selon l'Observatoire des pratiques anormales, 20,6 postes de contrôle ont été enregistrés pour le premier trimestre 2019 contre 28,3 pour l'année précédente. Enfin, le bonheur retrouvé pour 200 ex-migrants ivoiriens. Ces jeunes se sont investis dans le secteur agricole à Azaguié, dans le sud du pays. La conférence inaugurale sur l'intégration des marchés des capitaux de l'Afrique de l'Ouest s'est ouverte hier dans la commune de Cocody. À noter que le vice-président de la République de Côte d'Ivoire était présent à cette réunion. Daniel Kablan-Duncan a fait plusieurs recommandations, notamment une plus grande disponibilité de l'information financière pour tous les investisseurs. Les explications de Viviane Haïma. Abidjan abrite à compter de ce lundi 28 octobre et durant 3 jours la première conférence sur l'intégration des marchés de capitaux de l'Afrique de l'Ouest. Rencontre importante dont l'ambition est de jeter les bases pour la réalisation d'un grand marché financier en Afrique de l'Ouest. Pour l'heure, le marché des capitaux est encore fragmenté au sein de l'espace CEDEAO, où se côtoient la bourse des valeurs de l'UEMOA, la BRVM, et les autres bourses sous-régionales, dont la bourse du Ghana, la bourse du Nigeria, celle du Cap-Vert. L'objectif qui est désormais fixé est de réaliser un marché financier commun et viable pour l'ensemble des pays de la CEDEAO, à l'heure où l'organisation régionale ouest-africaine va se doter d'une monnaie unique, l'ECO. La CEDEAO salue cette initiative et se réjouit aujourd'hui de la forte mobilisation des différents acteurs économiques de notre région en vue de rendre disponible sur cet espace un large éventail de services financiers et de favoriser par la même occasion une croissance et un développement économique inclusif. Qu'il me soit permis de remercier le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, la Bourse régionale des valeurs mobilières pour leur collaboration dans l'organisation de cette conférence, mais également l'Association des régulateurs des valeurs mobilières de l'Afrique de l'Ouest pour avoir initié cette première conférence. Positionner les marchés des capitaux de l'Afrique de l'Ouest pour assurer une croissance économique réelle et durable grâce à l'intégration et à une réglementation rationnelle, tel est le thème de la rencontre qui s'est ouverte ce lundi à Abidjan et qui réunit les autorités des marchés financiers de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'occasion pour les différents acteurs des marchés de capitaux de la zone CEDEAO et leurs homologues d'autres juridictions invités d'échanger sur des thèmes d'actualité, de rechercher des solutions concrètes pour l'intégration, le développement des marchés financiers ainsi que le financement des infrastructures, car les attentes sont très importantes pour la soutenabilité de la croissance dans notre sous-région. Invité à présider au nom du président de la République Alassane Ouattara à cette rencontre régionale, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a appelé de tous ses vœux la création d'un marché financier régional ouest-africain afin de mobiliser pour le développement de l'Afrique l'épargne des Africains. Selon la deuxième édition du rapport de la London Stock Exchange, intitulé Companies to Inspire Africa, publié en janvier 2019, la Bourse de Londres enregistrait plus de 110 sociétés africaines cotées sur son marché. Cela fait de la Bourse de Londres une bourse africaine au détriment parfois de nos bourses financières africaines. Cette réalité devrait être, me semble-t-il, progressivement et impérativement être inversée. C'est pourquoi il nous faut, à travers ces regroupements, rendre notre marché ouest-africain plus attractif afin de rapatrier les ressources partagées
par nos entreprises, notamment à l'extérieur. En effet, la mobilisation d'une épargne importante et durable constitue un impératif majeur pour le développement de nos économies. Une convention a été signée entre le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, qui est l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA, et le FSD Africa, qui est un organisme à but non lucratif financé par le gouvernement britannique. Cet organisme a mis en place un programme de formation des régulateurs des marchés de capitaux africains. Une visite des stands était aussi au programme. On notait la présence de plusieurs structures de financement du développement. Après la cérémonie d'ouverture, les travaux de la conférence vont se dérouler en plusieurs panels. Un tout autre sujet à présent, le nombre de postes de contrôle a baissé sur les corridors d'Afrique de l'Ouest, notamment sur l'axe Abidjan-Bamako. Selon l'Observatoire des pratiques anormales, 20,6 postes de contrôle ont été enregistrés pour le premier trimestre 2019 contre 28,3 pour l'année précédente, soit une baisse de 27%. Des réflexions ont donc été menées récemment dans le district d'Abidjan pour rendre plus compétitif le corridor Abidjan-Bamako. On en parle avec Noël Niagnou. La fluidité des trafics routiers, le catalyseur à la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. Sa gestion, une préoccupation majeure de l'Observatoire des pratiques anormales. Cet observatoire dresse des rapports trimestriels. Ainsi, le rapport du premier trimestre 2019 indique une baisse de postes de contrôle contrairement au constat 2018 sur la même période. 20 postes de contrôle en 2019 contre 28 en 2018, une baisse de 27%. Une avancée certes, mais du travail reste à faire. Nous notons une nette progression en matière de temps de contrôle, mais une régression sur le temps de contrôle. Et donc, ce qui ne rend pas notre corridor ivoirien particulièrement compétitif par rapport au corridor de Malanville à Cotonou. Voilà qui explique la tenue de l'atelier portant sur compétitivité du corridor ivoirien de transit, entraves et solutions techniques et institutionnelles. Les personnalités du transport multimodal du corridor Abidjan-Bamako, 99% du fret en transit ont consacré une journée à trouver les voies et moyens à mettre en œuvre pour rendre le corridor davantage fluide. Des exemples de solutions. Par exemple, l'autoroute du Nord, on ne doit pas avoir poste de contrôle. Pour nous, c'est barrage. Poste de contrôle, plus de 6 postes. Du moment que nous payons la route doit être fluide. Pour mémoire, l'Observatoire des pratiques anormales en Afrique de l'Ouest couvre 10 corridors et les données du premier trimestre 2019 ne prennent en compte que 6 corridors sur les 10, à savoir Abidjan-Bamako, Abidjan-Ouagadougou, Bamako-Dakar via Diboli, Bamako-Dakar via Moussala, Cotonou-Niamey et Bissau-Dakar. Autre actualité, la Société des transports abidjanais étend désormais ses lignes aux localités d'Anyama et de Ebimpe. Il s'agit pour la SOTRA de mettre fin aux difficultés liées à la mobilité urbaine. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement 2019-2020. Le point avec Amadou Ouattara. Le bus 60 relie désormais la mairie d'Anyama à la mairie d'Abobo et le bus 730 part du village d'Mbimpe à la gare nord d'Adjamé. Ce sont 2 nouvelles lignes mises en place par la SOTRA, Société des transports abidjanais. Pour le directeur général de la SOTRA, c'est une action qui s'inscrit dans la vision du président de la République. Ainsi donc, dans le cadre du programme social du gouvernement, la SOTRA veut davantage rapprocher ses services des populations. À cet effet, Meïté Bouaké a échangé avec les autorités municipales et coutumières des 2 localités ciblées afin d'harmoniser les points de vue et parfaire le transport de leur population. Parce que c'est une action sociale, ça permet d'améliorer la condition de déplacement de la population d'Ebimpe et d'Anyama, partant de ce fait, améliorer leurs conditions de vie. La mise en ligne des autobus 60 et 730 de la SOTRA est bien accueillie. Ebimpe est à peine à 30 km d'Abidjan. Et nous déplacer jusqu'à Abidjan, c'était vraiment difficile. On mettait 1 heure pour arriver. Aujourd'hui, avec l'avenue de la SOTRA, on prend le bus, on est assis tranquillement jusqu'à Diamé. Je pense que
Nous sommes vraiment un village béni, un village heureux. Cette ligne est la bienvenue. Vraiment, ça nous faisait beaucoup dépenser, ça nous faisait beaucoup de temps en route. On arrivait même en retard au boulot. À la venue de cette ligne-là, on ne peut vraiment dire merci. Un grand merci à la Sotra. La société de transport abidjanais compte connecter plusieurs autres localités à son réseau de services. Est liée à cette volonté une campagne de sensibilisation afin que chacun puisse préserver le bien public qui est le bus. Les meilleurs élèves de la commune de Sandégué, dans la région nord-est du pays, récompensés récemment. Ils ont reçu des kits scolaires. C'est un don du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le RHDP a également équipé 2 lycées de Sandégué en table-banc. Herman Niamia. Le RHDP sur le terrain pour traduire en action concrète le programme social du gouvernement édité par le président Alassane Ouattara. À Sandégué, dans la région du Gontougo, la déléguée communale du RHDP, Anziata Ouattara, était porteuse d'un message du ministre Kobena Kwasi Agumani au profit des populations et des élèves. Réunis au centre culturel de la ville, les meilleurs élèves des 2 lycées ont été primés. Ils ont reçu des kits scolaires. Chers fioles, cette première édition du prix d'excellence des meilleurs élèves a pour objectif de montrer et mieux prouver les actions sociales du RHDP et du président de la République. Retenez simplement, chers fioles, que vous devez continuer à être encore plus des meilleurs à l'école et aussi dans la société. Recevant les dons, les élèves, après avoir traduit leur reconnaissance à leurs bienfaiteurs, se sont engagés à travailler davantage afin de recevoir encore des lauriers. Aujourd'hui, nous remercions vraiment tout le corps de l'enseignement car c'est grâce à eux que nous avons été récompensés aujourd'hui. Outre les kits scolaires, l'émissaire du ministre Kobena Kwasi Agumani a également renforcé en table-banc les 2 lycées de Sandégué. Anzata Ouattara n'a pas oublié le centre de santé de la ville. Elle a fait don de matériel de lessive et des kits pour nouveau-nés aux femmes qui viennent d'accoucher. Eux également ont reçu récemment plusieurs kits scolaires. Il s'agit des enfants démunis du district d'Abidjan. C'est un don de l'organisation non gouvernementale Jalia Angels. Cette structure veut ainsi renforcer l'accès à l'éducation pour les jeunes enfants en difficulté. Géoffroy Okambawa. Favoriser une éducation de qualité aux enfants est l'une des missions que s'est assignée l'ONG Jalia Angels qui œuvre dans la santé mère-enfant et en faveur des familles défavorisées. Elle vient d'initier une cérémonie de remise de kits scolaires aux élèves des écoles primaires publiques dans plusieurs communes du district d'Abidjan et dans les villes de l'intérieur du pays. Vraiment, ça nous aide beaucoup. Passer en 7 ans, vraiment, c'est pas du tout facile pour scolariser les enfants. Avec ces kits, vraiment, ça va beaucoup nous aider. Nous avons voulu apporter notre aide aux différentes familles qui se trouvent dans la difficulté en les octroyant des kits scolaires, en aussi leur apportant aussi des aides financières au niveau de l'école et aussi une assistance au niveau des enfants. Chaque année, ce sont des dizaines d'enfants démunis qui sont scolarisés et pris en charge par l'ONG Jalia Angels. Sa fondatrice, Gbane Mandjalia, Miss Côte d'Ivoire 2017, lance un appel aux donateurs pour favoriser une meilleure éducation des enfants démunis. L'ONG Jalia Angels existe depuis 2017. Quelles sont les difficultés que rencontrent les femmes rurales? Comment vivent-elles au quotidien? Le secrétariat d'État chargé de l'autonomisation des femmes sillonne actuellement la région nord du pays. Objectif, échanger avec les femmes et trouver des solutions à leurs problèmes. Ami Sissoko. Pas de course et ferme. Belmondogo sur le terrain à Korogo. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes fait le choix de la proximité pour cerner tous les contours des activités socio-économiques des femmes du Poro. Première étape, Tioro, à 11 km de Korogo, rencontre avec la coopérative des apicultrices. Leur doléance, bénéficier d'encadrement pour produire 2000 à 50 000 litres de miel par saison.
Ça, c'est le lève-cadre. Et si vous voyez, il y a une naguette au niveau de la barrette que nous avons. Et sur chaque barrette, il y a un gâteau de miel. La visite se poursuit au quartier Koko à Korogo avec les maraîchers. À chaque étape, Belmondogo cherche à comprendre le processus de production. Elle critique et fait des propositions. Ils nous ont dit qu'elles avaient des difficultés à irriguer ce vaste champ qui est à perte de vue. Elles avaient des difficultés, je dirais, d'écoulement parce qu'elles ont dit dans le temps, il y a des années de cela, elles étaient en contact avec Agripac qui, lorsqu'elles produisaient, prenait toute la production et acheminait vers Abidjan. Donc elles n'arrivent plus à acheminer la production vers Abidjan. Nous avons promis apporter des solutions d'irrigation parce que nous avons un barrage à 2 pas et nous allons trouver aussi d'autres solutions pour l'acheminement de la production de nos mamans vers Abidjan et vers les grandes villes. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Notre chouette, c'est ça. Nous, on fait ça pour scolarité des enfants et puis nourriture des enfants. Nos maris sont décédés, les enfants sont dans nos mains. Encore 3 groupements à voir. Et cela n'entache en rien la bonne humeur de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes. La journée s'achève, mais vu l'urgence des défis pour l'autonomisation de la femme, Belmondogo ne peut s'arrêter. Des femmes du marché de gros de vivriers aux productrices de beurre de karité et associations féminines de toutes les couches socio-professionnelles, toutes égrènent à la secrétaire d'État leurs difficultés du quotidien. On veut un bon financement et moderniser le travail de l'activité parce que c'est un travail qui est très pénible. Je voudrais rassurer les femmes du monde rural. Le président de la République accorde une importance particulière à la femme du monde rural. Elles ne sont pas les laissées pour compte, elles sont plutôt le grenier de la Côte d'Ivoire. Nous voulons leur dire que si ce secrétariat existe, il existe parce que les femmes du monde rural doivent prendre toutes les places. Et nous devons faire en sorte que ces femmes-là soient le levier du développement de la Côte d'Ivoire. Sortir les femmes de l'informel, la priorité de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes. À chacune de ces rencontres, Belmondogo n'a pas manqué de rappeler aux femmes la nécessité de se regrouper en coopérative ou association en vue de bénéficier de prises en charge. Poursuivons avec cette séance de formation à l'endroit d'environ 200 étudiants de l'École supérieure africaine des techniques de l'information et de la communication. Les travaux ont porté sur la définition du projet professionnel et les clés pour réussir un entretien d'embauche. Salima Toudia. 2 directeurs des ressources humaines face à des étudiants de l'ESACTIC, l'École supérieure africaine d'éthique. Ces 2 professionnels ne sont pas à la recherche de personnel dans cette école. Leur objectif est d'accroître les chances de ces étudiants sur le marché de l'emploi, une fois sortis de l'école. Aujourd'hui, quand vous êtes sur le marché de l'emploi, vous avez beau avoir un diplôme, vous avez beau avoir une expérience, mais si vous n'avez pas le savoir-être, le recruteur en face, il ne va pas vous prendre. Nous regardons beaucoup le savoir-faire et aussi le savoir-être. Une fois que vous avez les 2 éléments, vous avez à peu près 80% de chances de pouvoir obtenir votre emploi. J'ai retenu 2 points essentiels. Comment monter son projet professionnel d'abord et quelles sont les attitudes à avoir pour bien se faire connaître devant les recruteurs. Il faut bien faire son CV d'abord, sa lettre de motivation et puis bien se présenter à l'entretien. Définir son projet professionnel, CV, lettre de motivation et entretien, les attentes des recruteurs, ce sont les 2 termes développés au cours de cette session de renforcement des capacités. Toute chose qui devrait assurer davantage l'adéquation aux formations-emploi, l'un des objectifs majeurs. C'est une très bonne école à la fois sur le plan théorique, sur les aspects pratiques, mais ces aspects-là ne suffisent pas pour donner les compétences à un étudiant de mieux se vendre sur le marché du travail. Donc chaque année, nous organisons avec les organisations professionnelles des conférences de sensibilisation des jeunes à la rédaction de leur CV, au développement de leur personne. Cette session de coaching sur les exigences de l'employabilité fait partie du projet S'investir ensemble. Il est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire.
Ces jeunes, en revanche, avaient fui leur pays, la Côte d'Ivoire, et tenté l'aventure de manière irrégulière. Mais leur voyage a tourné au cauchemar. Alors, de retour sur leur terre natale, ces jeunes gens ont décidé de s'investir dans le secteur agricole. À Azaguié, dans la région sud du pays, 200 jeunes ne s'en sortent pas si mal. Serge Coléa les a rencontrés. Azaguié, 40 km au nord-est d'Abidjan. École des entrepreneurs, centre de mise en œuvre du projet de réintégration des ex-migrants de retour au pays. L'initiative de l'OIM, l'Organisation internationale de la migration, en collaboration avec l'État de Côte d'Ivoire, est financée par l'Union européenne. Le programme, dans sa deuxième phase, concerne 150 jeunes ex-migrants. L'Eldorado, c'est ici. L'Eldorado, c'est ici. L'Eldorado, c'est ici. Une façon de galvaniser ces jeunes ex-migrants qui seront formés au métier du bâtiment, des travaux publics, de l'agriculture et de l'élevage. C'est le premier cours, le lancement du premier cours d'entrepreneuriat, un cours de mentoring, de coaching, et permettre à ces migrants qui ont pensé à un moment donné que l'Eldorado c'est de l'autre côté, leur dire que l'Eldorado c'est en Côte d'Ivoire. On a tout en Côte d'Ivoire, ils peuvent se réaliser ici. Et aujourd'hui c'est un nouveau départ. C'est une seconde chance pour Stéphanie, revenue il y a 2 mois d'une aventure en Libye. Tresseuse au marché de la Sikoji dans la commune de Yopougon, une amie à sa tante lui propose de se rendre en Libye avec la promesse de gagner beaucoup d'argent. Dans son voyage, elle affrontera le désert, subira emprisonnement et maltraitance avant de rejoindre Tripoli des mois plus tard, totalement désabusée. La femme m'a appris, elle m'a mis dans le travail de servante. Le métier qu'elle a dit que je partais faire, ça c'est notre cas. Quand je suis arrivée, elle m'a dit c'est comme ça, quand on arrive ici, on cherche le travail dans les filles. Et quand le mois est fini, s'il n'est pas payé ton argent, il ne te paye pas, il prend son âme, il vient sur toi. Sors de chez moi, c'est comme ça. Si tu as la chance, il va dire, il va te déposer à la police, c'est comme ça. Le mois est fini, mon argent, ils m'ont déposé en prison, on dit je suis malade. Et puis je vais payer encore de l'argent pour sortir en prison. Parmi ces 150 apprenants, beaucoup ont tenté la migration irrégulière avec son lot de risques et de menaces sur la vie. Ça arrivait dans la capitale libyenne. Donc dès qu'on arrivait en même temps, il y a des gens qui se sont approchés de nous. Ils ont des bateaux, ils sont allés nous embarquer dans les maisons. On ne connaît même pas où ils nous ont envoyés. Donc on a fait plus d'1 mois, on ne mange pas. L'eau même pour avoir ces problèmes. C'est biscuits seulement mangé. 2 jours après, j'ai appelé la famille. Ils nous ont expédié au moins 500 000 pour qu'ils puissent payer le bateau pour rentrer en Italie. Donc c'était un coup. Dans le premier bateau qu'on devrait monter dedans, la gendarmerie est venue nous attraper. Ces ex-migrants seront formés pendant 6 mois pour se trouver une voie. D'abord, la formation, on les finance. Ils sont équipés. À la fin, le projet a sorti des kits d'installation. Pour ceux qui sont de la production animale, ils ont des fermes. Ceux de la production végétale, ils ont des serres. Et ceux qui sont dans le bâtiment, ils ont des kits pour aller affronter le marché de l'emploi. Et je pense que je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Lancé en 2018, le projet de réintégration des ex-migrants de retour au pays porte déjà ses fruits. Malgré son diplôme de délégué médical, Julien Kwame avait tenté l'aventure. J'ai choisi l'option animale. Nous sommes aguerris, nous maîtrisons de A jusqu'à Z, le poussin jusqu'à la commercialisation. Donc je suis tellement fier de mon retour depuis Algérie. De son côté, Malika et 11 autres ex-migrants se sont mis ensemble pour travailler la terre. Désormais bien formés, ils ont définitivement mis une croix sur l'aventure pour s'intéresser à l'agriculture. Aujourd'hui, ces ex-migrants voient les choses en grand. L'agriculture, ça nourrit son homme. Je vais donner un exemple. Quand tu investis dans banane, au-dessus de 600 000 par exemple, tu fais les dépenses de banane, tu peux te retrouver avec 3 millions. Au bout de 3 mois, on a fait 25 hectares de palmiers. Les 25 hectares déjà, ça nous va autour de 30 millions. À ce jour, 200 ex-migrants sont pris en compte dans ce programme qui vise à freiner la migration irrégulière, mais surtout à donner des raisons aux ex-migrants de ne plus reprendre la route de l'aventure. Dès mes débuts, moi, je pleurais quand je venais comme un enfant. Parce que ma propre famille, mes amis, c'est comme une moquerie, quoi. Ils me sentaient un peu frustré. Ils disaient pourquoi je suis venu alors. J'ai pleuré comme un gamin. Quand on m'a appelé dans le projet, bon, ça m'a soulagé un peu. Ça m'a soulagé. J'ai vu que, bon, quand même, avec ce projet, j'espère un avenir meilleur. Mon rêve, c'est d'être un technicien agriculteur. C'est-à-dire, comme on appelle communément un fermier, mais professionnel cette fois. Pas un fermier qui fait la débrouillardise ou bien un fermier du commun du mortel.
je vais être un professionnel et avoir un bâtiment et puis coacher des personnes parce que j'ai reçu une très bonne formation à l'ISIAE, l'école des entrepreneurs. À Azaguié, l'espoir de réussir sa vie dans son pays est redevenu possible pour ces centaines de jeunes ex-migrants. Pour eux, l'Eldorado, c'est bien ici et nulle part ailleurs. Dans le reportage qui va suivre, vous allez voir que le sciage à façon prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Cette activité est pourtant interdite dans le pays. Le sciage à façon est estimé entre 1,5 et 3 millions de mètres cubes de volume de bois. Éric Goré. Le sciage à façon, un phénomène qui détruit les forêts ivoiriennes. Une gangrène dans la filière du bois. En dépit de la lutte contre cette pratique, les réseaux s'agrandissent dans tout le pays. Ces exploitants véreux ne sont pas inquiétés. Ils exposent même leur butin en ville. Vous avez des gens qui ont en tout et pour tout une scie et du carburant et qui font des planches en brousse. Aussi simple que ça. À la différence de toute une unité industrielle qui déploie de grands moyens pour pouvoir transformer de manière industrielle son bois. Ici, nous sommes à Daloa. Plusieurs scieries ferment à cause du phénomène. Certaines scieries résistent toujours, préservant les emplois des jeunes. Nous sommes légalement constitués. On a toute notre documentation, réglementation forestière, tout ça. On paye nos impôts, on paye les salaires. Alors qu'ils sont là, ils ne sont pas inquiétés. Ils vendent à ciel ouvert dans le Haut-Sassandra ici. Donc ça fait que du coup, ça agit sur notre marketing, ça agit sur notre production même, je peux dire. Ali Koulibaly exerce depuis une trentaine d'années dans la filière du bois. Il dénonce le sciage à façon. J'ai commencé par une machine, ici, devant tout le monde. Chaque année, si j'ai la possibilité de faire deux, il y a des années même, on ne peut même pas installer un peu, tout cas, où se retrouve, vous voyez. Tous les jeunes qui veulent travailler, qui viennent ici, il peut faire l'affaire des chefs de production, il le prend. En plus de son activité, Ali Koulibaly s'investit dans le social. Il offre de l'eau aux populations qui sont dans le besoin. Cette distribution d'eau potable aux populations s'inscrit dans le cadre d'entreprises citoyennes. Les agents des eaux et forêts et de l'assaut des forts du Haut-Sassandra, rencontrés pour échanger sur le sciage à façon, n'ont pas voulu se prononcer. Et pour terminer l'actualité nationale, la toute première édition des journées scientifiques des infirmières et infirmiers. Cette rencontre s'est déroulée il y a quelques jours à l'Institut national de formation des agents de la santé dans la commune de Trècheville. Les infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire ont mené des réflexions pour l'amélioration de la qualité des soins prodigués aux patients dans les hôpitaux publics. Stéphane Loboué et Geoffroy Okambawa. Pour la promotion de leur corporation, les infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire initient la première édition des journées scientifiques autour de plusieurs thématiques, notamment le profil de carrière de l'infirmier, la qualité des soins et la sécurité des patients. Selon les initiateurs, les besoins en soins de qualité se sont accrus, d'où l'importance de ces journées scientifiques. Les infirmiers sont le socle du système de santé. C'est le personnel de contact. Et il est important que ce personnel-là soit mieux outillé, soit formé afin d'apporter des prestations de santé de qualité à nos populations. Et donc pour nous, en tant qu'association, notre rôle, c'est d'accompagner nos membres et d'améliorer les compétences qu'ils ont afin de s'occuper de nos populations. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a appelé les infirmiers à plus de bonnes pratiques pour offrir une qualité de soins aux patients. Ces journées ont pour objet de les former, pour les outiller à jouer pleinement leur rôle dans la mise en œuvre de la CMU en Côte d'Ivoire. Les infirmiers doivent avoir de la compassion, de l'humilité et d'avoir de l'empathie pour nos malades. Ce sont ces qualités-là qu'on recherche pour un infirmier. De manière technique, nos infirmiers sont très bien formés, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais par contre, il faudrait qu'en termes de comportement, ils aient cette humilité pour servir leurs prochains. Optimiser les compétences infirmières pour l'atteinte des objectifs de la couverture maladie universelle est le thème qui a rassemblé les infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. L'Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire compte à ce jour plus de 6 000 membres.
Il pleut des cordes en Tunisie et ces grosses pluies ont causé d'énormes perturbations hier, notamment à Tunis, la capitale, où des routes et quartiers entiers ont été bloqués des heures durant. Les autorités tunisiennes appellent à la vigilance sur les régions côtières qui vont aussi connaître de fortes précipitations cette semaine. Autre catastrophe naturelle, cette fois aux États-Unis, où de graves incendies sévissent dans l'État de Californie depuis le 23 octobre dernier. Un ordre d'évacuation a été prononcé récemment pour la majeure partie de la ville de Santa Rosa, au nord de San Francisco. Plus de 180 000 habitants concernés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.